wakati ninayopatia sur la gestion du sexe dans le ménage chrétien. Comment tunaweza kugérer relations sexuelles jamaa en tant que Kristo. Mon souhait, ou les plus grands souhaits, ou mon vœu ce soir, c'est qu'à l'issue de cet enseignement, que quelqu'un fasse des choses, vous voulez Mungu arapende kufanyike. À l'issue de cet enseignement, mtu mmoja a bénéficié vraiment de quelque chose. Voilà pourquoi on va aller avec cet enseignement avec les langages les plus simples de chez Monté, de Léoane Mouzouri. Je crois que je ne peux pas tout dire mon intervention, mais peut-être avec les questions, il y a certaines choses, il est en appris à comprendre Mouzouri, c'est-à-dire comprendre le terme Mouzouri avec les séances de questions. Voilà pourquoi je vais exposer mon wakati wa fulani na tacha wakati ya ma question par rapport à l'enseignement. La gestion du sexe dans les ménages chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut gérer quelque chose qu'il ne maîtrise pas? Est-ce que quelqu'un peut gérer quelque chose qu'il ne connaît pas? Je ne pense pas. C'est difficile à quelqu'un de prétendre gérer quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, pour bien gérer quelque chose, ou pour gérer quelque chose, les préalables, c'est d'abord de connaître la chose en question. Et la chose dont il s'agit, c'est la sexualité, c'est le rapport sexuel dans le couple, c'est le rapport sexuel dans le ménage, et ça nous concerne, nous, en tant que chrétiens. Nous n'allons pas en parler comme tout le monde peut en parler, mais nous allons en parler dans la pensée biblique, dans la pensée de Dieu. Est-ce que la sexualité, c'est la volonté de Dieu? Voilà pourquoi je voudrais commencer par un verset biblique ou un passage. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens chapitre 7, du 2e au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin d'évacuer à la prière, puis retourner ensemble des peurs de Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc Dieu permet au couple, Dieu permet aux partenaires mariés de rester ensemble et d'évacuer à la sexualité. Pourquoi? Parce que le diable peut utiliser un couple, l'incontinence d'un couple pour l'amener à l'impudicité, pour l'amener à l'infidélité, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, la pensée de Dieu, c'est que dans un couple, qu'il y ait des rapports sexuels. Quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, multipliez-vous, remplissez la terre. Remplir la terre, c'est se reproduire. Quand on voit la reproduction,
reproduction, on voit le rapport sexuel. Donc il n'y a pas de reproduction sans rapport sexuel. Donc sur ce point-là, nous devons tous comprendre que le rapport sexuel est encouragé par Dieu lui-même, le Créateur, qui est l'initiateur du mariage. Je voudrais que tous nous puissions comprendre l'acte sexuel. Quand on parle du rapport sexuel, on voit l'acte sexuel. Ce qui cause beaucoup de problèmes dans les ménages, c'est lorsque quelqu'un, soit ne connaît pas l'acte sexuel en soi, c'est quoi, comment s'y prendre, ça peut avoir beaucoup de répercussions dans cet acte sexuel lui-même, et ça peut même avoir des difficultés dans l'harmonie du couple, ça peut même entraver le ministère. Voilà pourquoi il est très important que tous aujourd'hui nous puissions comprendre d'abord l'acte sexuel lui-même. Comprendre l'acte sexuel, c'est comprendre les différentes phases de l'acte sexuel. Donc on doit connaître l'acte sexuel commence par nous et ça se termine par nous. Parce que si nous comprenons cet aspect de choses, chacun va déceler c'est par où il a des difficultés, par où est-ce qu'il faut corriger, comment il faut revoir les choses pour que les choses se passent très bien. De la manière dont Dieu a conçu l'acte sexuel, naturellement, on ne peut pas avoir de difficultés, on ne peut pas avoir de problèmes si on suit juste les phases de l'acte sexuel, comment ça se passe. Et l'homme et la femme, tous deux seront satisfaits. Tous deux vont tirer bénéfice de cet acte si l'homme comprend les différentes phases de l'acte sexuel. Donc l'objectif, c'est de connaître le fonctionnement ou la physiologie normale et complète de l'acte sexuel. L'acte sexuel peut être incomplet, l'acte sexuel peut aussi être complet. Quand est-ce qu'il est incomplet? Quand est-ce qu'il est plutôt complet? Dire incomplet ou incomplet, c'est par rapport à ces différentes phases. Quelle est la première phase par rapport à l'acte sexuel? Lorsque un couple doit se débrouiller par rapport à l'acte sexuel, ou lorsqu'un couple dit que nous faisons notre acte sexuel, cela commence par quoi? Il y a la première phase qu'on appelle la phase d'excitation ou la phase préparatoire. Beaucoup de gens enjambent cette étape. Et parfois ils se plaignent, et parfois ils se posent beaucoup de problèmes et ils ne comprennent pas qu'il y a certaines choses qui sont en train d'enjamber. Lorsqu'on parle de la phase d'excitation, qu'est-ce qu'on voit? Ou quels sont les éléments constitutifs de la première étape qui est l'étape de l'excitation? Les organes des sens sont très très importants dans cette phase. Et parmi les organes des sens, nous prenons le premier qui est la vue ou les yeux. Là on parle du regard. Donc un acte sexuel peut commencer son excitation par le regard. Et lorsqu'on parle du regard, on voit la lumière. Quelqu'un ne peut pas regarder quand c'est sombre. Vous allez déjà comprendre que dans beaucoup de couples, il y a des problèmes parce qu'on préfère passer à l'acte, mais on a déjà éteint l'ampoule. On a éteint la torche, on a éteint la bougie. On s'est dit que nous voulons que ça se passe dans le noir. Déjà là, il y a un problème. L'excitation commence par le regard. Et quand on parle du regard, on voit les mimiques ou l'expression du visage. Je peux arriver dans la maison, je regarde un enfant, je constate qu'il est triste.
Qu'est-ce qui me fait voir qu'il est triste? Il est triste juste par l'expression de son visage. Je peux regarder quelqu'un, je me dis qu'il est fâché. Lui ne m'a pas dit qu'il est fâché, mais quand je le regarde, juste l'expression de son visage, je constate qu'il est fâché. La même chose aussi, lorsqu'on est dans un couple, le mari peut ne pas parler, mais juste son visage, sa femme comprend qu'il a besoin du rapport sexuel. Donc ça commence par là. Et cela doit se faire dans une lumière ambiante. Quand il y a la lumière, beaucoup de gens pensent que le regard, ça doit commencer au lit. C'est difficile de commencer à bien regarder pendant que vous êtes endormi ou pendant que vous vous retrouvez couché au lit. D'emblée, je vais vous dire que la phase ici préparatoire ou la phase d'excitation n'a pas un temps fixe. Cette phase seule, elle peut prendre 1 heure, elle peut prendre même 2 heures. Donc on peut être à table avec madame, on est en train de manger, mais on s'excite déjà. Donc on est déjà en train de se préparer pour aller au lit. On va aller au lit par exemple à 21 heures, mais déjà à 19 heures, elle détecte déjà, elle comprend qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Mais ce n'est pas la chose qui commence directement au lit, mais ça commence à la table pendant que nous sommes en train de manger. Ça, beaucoup de gens ignorent ça. Et lorsqu'il y a ces regards, ça se communique. Quand vous avez votre femme, vous savez quand est-ce qu'elle est dans la joie, quand est-ce qu'elle est fâchée. Ça, tout le monde doit connaître. Quand est-ce qu'elle est inquiète, quand est-ce qu'elle approuve ce que j'ai fait, par exemple. Voilà pourquoi notre expression du visage est très importante dans la phase préparatoire par rapport à un acte sexuel. Donc ça ne doit pas commencer au lit, ça peut commencer bien longtemps avant. Là c'est en ce qui concerne le premier élément ou le premier organe de sens que Dieu nous a donné par lequel nous pouvons communiquer pour dire que nous avons besoin de l'acte ou à passer à l'acte sexuel. Le deuxième organe qui peut nous aider à préparer notre acte sexuel ou à entrer dans le fond de notre acte sexuel, c'est quoi? C'est les paroles, l'expression, les paroles d'amour. Vous allez vous rendre compte que ça, le chrétien n'a pas cette culture. Le christianisme ou la spiritualité ne bannit pas le romantisme. C'est très important de dire à ta femme que je t'aime. Une femme n'est jamais fatiguée des bonnes paroles qui viennent de son mari. Parfois, elle les réclame même. Vous pouvez sentir que votre femme vous dit: ah, ça fait longtemps que tu m'as dit je t'aime. Je te pose des questions. Elle a besoin que je lui dise ça. Pourquoi? C'est sa nature. Elle a besoin de ça. Et quand on se prépare par rapport à l'acte, ça doit aussi être des mises. Les bonnes paroles, les paroles qui caressent, les paroles qui apprécient, les paroles qui la ramènent vraiment dans toute sa féminité. Ce sont des paroles qui sont très importantes. Et ça, vous n'allez pas seulement attendre que vous puissiez être unis. Ça peut commencer déjà bien avant. Et si ça commence avant, si vous avez déjà cultivé cette culture, vous allez comprendre que la femme comprendra. Quand vous commencez avec ça à 19 heures, elle sait déjà se préparer à 21 heures ce qui peut se passer. Déjà là, vous êtes en train de la préparer. Maintenant, imaginez-vous, quelqu'un me disait qu'il y a un papa qui est en train de lui raconter que quand il a besoin de coucher avec sa femme, il peut entrer dans la chambre, il appelle sa femme, il appelle comment? Kawe Bouya. Sa femme vient. Et quand sa femme arrive, monte au lit et c'est le rapport sexuel qui commence. Vous allez vous rendre compte que des rapports sexuels comme ça, ce sont des rapports sexuels égoïstes. Et par rapport à ça, Dieu n'est pas content.
Pourquoi? Parce que le rapport sexuel, c'est une expression d'amour. Et les deux partenaires doivent en tirer profit. C'est-à-dire, et l'homme et la femme, tous doivent être satisfaits. Et la femme, dans sa nature, elle n'est pas satisfaite dans la brutalité. Elle est satisfaite quand les choses se font selon un certain cheminement. Selon un certain enchaînement des choses, vous allez vous rendre compte que la femme va en tirer profit. Parfois, les hommes pensent que satisfaire la femme, c'est être plus fort dans l'érection. On va y arriver, mais je vais vous dire que ce n'est pas être fort dans l'érection, parce qu'il y a certaines choses déjà. Quand ça commence là, la femme est préparée, et quand vous allez dans le fond de l'acte sexuel, peu de minutes suffisent pour qu'elle soit totalement satisfaite. J'étais en train de parler des paroles d'amour, de la caresse. Les caresses, là déjà vous comprenez qu'à cette étape, on est dans la chambre. Ou si c'est un couple nouvellement marié et qu'ils n'ont personne chez eux, ils peuvent le faire partout dans leur maison. Ça peut commencer même au salon. Les caresses, ça veut dire quoi? Les caresses, ce sont des attouchements. Ces attouchements-là sont ciblés. Ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. C'est ciblé. C'est ciblé comment? C'est selon les zones sensibles ou les zones érogènes. C'est-à-dire, il y a des zones qui, quand on les touche, ça fait penser à l'acte sexuel. Ça met quelqu'un dans cette intimité-là de l'acte sexuel. Et c'est très important d'en connaître, parce que si vous en connaissez, surtout chez les femmes, ça les prépare vraiment à l'acte sexuel. C'est notamment quelle zone? Il y a, je vais élucider quelques exemples. Il y a la bouche. La bouche, c'est une zone vraiment sensible. Et ici, je vais demander à chaque personne de bien connaître sa femme. Parce que ces zones de sensibilité ne sont pas ou ne donnent pas la même réponse chez toutes les femmes. Celle-ci peut être très sensible à cette zone, mais à l'autre, elle est moins sensible. L'autre aussi peut être sensible à telle zone, mais à l'autre, non. Voilà pourquoi vous allez constater que quand je parle de la bouche, là on voit les tire-langues. Il y a chez certaines femmes, lorsque vous faites le tire-langue, elle est plus excitée. Alors, elle se sent vraiment trop attrayante. Elle se sent vraiment prête à être dans le fond du rapport sexuel. Donc il y a des tire-langues qui sont très importantes parce que la bouche fait partie des zones sensibles ou des zones érogènes. Voilà pourquoi, lorsqu'un rapport sexuel doit être fait, il est aussi mieux de brosser sa bouche. Pourquoi? C'est pour éviter de vous indisposer quand vous êtes vraiment dans le vif de l'acte sexuel. C'est vraiment très important. Et il faut comprendre que dans l'acte sexuel, vous pouvez toujours arriver. Donc, vous pouvez faire votre relation sexuelle sans tire-langue, par exemple, mais vous pouvez aussi le faire en passant par là. Donc, c'est différent selon que chacun peut voir où il y a un jour où vous pouvez sentir que là, on est arrivé à terme, on peut maintenant passer à une autre phase. En dehors de la bouche, il y a les lèvres. Les lèvres font aussi partie des zones sensibles ou des zones érogènes. En dehors des lèvres, vous avez l'abdomen, c'est-à-dire le ventre. Et quand on parle des caresses, on parle des attouchements. Ce sont des attouchements superficiels. Et quand vous les faites, vous allez constater la réaction de votre partenaire. Et sa réaction change pratiquement. Pourquoi? Parce que
vous l'amenez vraiment dans le fond de l'acte sexuel. Vous n'allez pas toucher avec brutalité, vous n'allez pas toucher avec, en fait, sans une certaine manière. Donc vous devez avoir une certaine manière de vous y prendre. C'est une légère palpation. Donc quand vous palpez votre femme de manière superficielle, vous la préparez à l'acte sexuel, où elle se sent vraiment préparée à cet acte sexuel-là. À part la peau de l'abdomen, vous avez la peau, vous avez les cuisses. Les cuisses, c'est beaucoup plus dans sa face interne, donc à l'intérieur des cuisses. C'est une zone aussi érogène, c'est une zone trop sensible qui introduit quelqu'un dans le fond de l'acte sexuel. Donc, vous pouvez palper légèrement la zone interne des cuisses. Vous allez sentir la réaction de votre partenaire. Au-delà de cette zone, il y a une autre zone, c'est la zone vulvaire chez les femmes, c'est-à-dire la partie supérieure du pubis. Au niveau du pubis, c'est dans la zone du bassin pratiquement, au niveau au-dessus des organes génitaux. Quand vous palpez aussi à cette zone-là, elle est hautement sensible pour préparer quelqu'un à arriver au rapport sexuel. Ce sont les quelques hommes que j'ai donnés, mais au-delà de ça, il y a chez certaines femmes aussi où vous pouvez constater que l'attouchement de la tête, elle l'amène à une excitation que vous n'allez pas comprendre. Comme je vous l'ai dit, ça dépend d'une personne à une autre. Chez d'autres aussi, vous touchez légèrement les oreilles, ça fait aussi partie des zones sensibles. Donc l'acte sexuel, elle se fait dans cette phase préparatoire, et cette phase préparatoire, elle est très déterminante pour la suite. Vous allez comprendre que si vous faites votre phase préparatoire très bien, vous n'aurez pas de difficultés. Vous n'allez pas beaucoup trop vous fatiguer. Parce que pour beaucoup de gens, passer un acte sexuel, c'est être trop fatigué que quand on dort, on ne sait même plus se réveiller. Alors quand les choses se passent de cette façon et de manière tout à fait naturelle, vous allez vous rendre compte que cette période préparatoire amène à quoi? Chez l'homme, la période préparatoire l'amène à arriver à une bonne érection du pénis ou de son organe génital. Ce n'est pas avec n'importe quel genre d'érection qu'on peut commencer le rapport sexuel. Je vais vous donner un exemple. Il y a une érection de bonne qualité, mais aussi une érection de mauvaise qualité. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui dort autour des 4 heures du matin, il a envie d'aller se soulager ou faire pipi, le pénis entre en érection. Lorsque vous allez à la toilette, vous vous soulagez. À peine vous vous soulagez, vous allez vous rendre compte que le pénis qui était en érection, il entre en répulsion. Donc il redevient tout à fait normal. Ça, ce n'est pas une érection de bonne qualité qui peut vous permettre de faire votre rapport sexuel comme il faut le faire. Donc une érection de bonne qualité est le solde d'une bonne préparation aussi. Voilà pourquoi les hommes qui se contentent de l'érection pour passer au rapport sexuel, généralement ils échouent. Pourquoi? Parce qu'il peut se fatiguer en cours. Il peut se rendre compte qu'il a commencé, il ne s'est plus achevé. Il commence quelque chose qu'il arrête en cours. Et parfois ça cause beaucoup de tiraillements dans le cours. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'était pas préparée. Pendant que tu as commencé, tu étais en train maintenant de l'exciter. Pendant qu'elle veut maintenant te rejoindre, toi tu arrêtes. Et là, ça cause beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il faut se rassurer qu'il y a une érection de bonne qualité. Et cela se déroule en fonction
en fonction de cette phase-là de préparation. Ça, c'est chez l'homme. Chez la femme, ça se solde par quoi? Chez la femme, cela arrive, même vous pouvez le vérifier pendant l'acte sexuel. Chez la femme, ça arrive à quel moment? Chez la femme, vous allez vous rendre compte qu'elle va commettre une lubrification de son vagin, la lubrification de son organe génital. C'est-à-dire quoi? Le vagin est préparé maintenant à commettre une pénétration du pénis de l'homme ou de l'organe masculin. Et cela se voit ça va se faire voir dans la deuxième phase que nous allons aborder, parce que ça c'était la phase d'excitation ou la phase préparatoire, et la deuxième phase c'est la phase de pénétration et de va-et-vient. Lorsque la femme a été bien préparée et que l'homme veut commencer maintenant la deuxième phase, qui est la phase de pénétration, la pénétration va se faire aisément. Il n'y aura pas de résistance. Mais lorsque l'homme n'a pas été bien préparé, plutôt lorsque la femme n'a pas été bien préparée, vous allez vous rendre compte que pour que les pénis puissent pénétrer dans le vagin, il faut forcer. Pourquoi? Parce que le milieu vaginal, il est encore sec. Donc la femme n'est pas suffisamment préparée pour arriver à accomplir, à arriver à être satisfait par rapport à ses rapports sexuels. C'est comme ça que pour certains, vous allez vous rendre compte que c'est quand vous avez commencé, vous avez forcé, et puis à un certain moment, vous sentez maintenant que les choses commencent à devenir aisées. Ça signifie seulement que la femme n'a pas été préparée. Vous êtes arrivé à un acte au moment où il ne fallait pas normalement commencer. Donc, de manière naturelle, Dieu a prévu les choses de cette façon. Et pour que la muqueuse vaginale puisse être bien lubrifiée, ça demande cette phase-là préparatoire. Quand cette phase-là préparatoire elle est bien faite, même quand la femme est mouillée, quand elle est prête, vous allez voir que c'est peut-être même elle qui va vous inviter à faire. C'est elle-même qui peut même vous dire, je me sens vraiment prête. Là, on peut y aller. Voilà pourquoi il est très important de maîtriser ces différents aspects. Ça va vous permettre de bien vous débrouiller lorsque vous devez faire votre rapport sexuel. Et je crois que je peux avancer. On va prendre les questions à la fin, ou on peut commencer à poser des questions. Donc je demande un peu l'avis de l'Assemblée. Est-ce qu'on peut évoluer avec toutes les différentes étapes? On arrive à la fin et puis on passe aux questions, où on peut, comme j'ai fini avec la première phase, on pose des questions et puis on avance. Je ne sais pas comment vous allez trouver. C'est lié d'aventure. Ok. Papa Freddy? Selon moi, je pense qu'il n'est pas être très long. Vous devez poser les questions phase par phase, parce que ça devient des matières différentes. Oui, effectivement. Voilà, et je viens de terminer avec la première phase. Donc, s'il y a des questions, on peut les poser, comme ça, j'aborde la deuxième phase. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la phase d'excitation, par rapport à la phase préparatoire? On a parlé on a le regard, on a les bonnes paroles, on a aussi les attouchements, les caresses. Je ne sais pas par rapport à ça s'il y a quelqu'un qui a une préoccupation, et puis on passe à une autre étape. Oui, Papa Freddy? J'ai une préoccupation. Elle est évidemment apparentée avec cette question, mais elle touche un peu autre chose. Okay. Est-ce que la phase de préparation influe sur la reproduction? Ici, je ne parle pas de la reproduction, mais je parle de l'acte sexuel. Et parler de l'acte sexuel, elle commence quelque part, elle se termine quelque part. Et parler de l'acte sexuel, elle
elle commence par la phase préparatoire. Et lorsqu'elle arrive à sa fin, elle peut avoir comme résultante la reproduction. Oui, parce que au commencement, tel que la Bible le dit, Oui, nous remarquons tous que les humains se reproduisent par les moyens de la sexualité. oui, C'est pour cette raison que je me dis, je pose cette question de savoir, ok. est-ce que à l'absence de cette phase, De cette phase, ok. la reproduction n'est pas possible? La Ou bien, reproduction, oui, est-ce que ça influe en fait, est-ce que ça peut influencer la reproduction. la reproduction? Ça ne va pas influencer la reproduction, mais ça va influencer la qualité de l'acte sexuel. Je ne sais pas si vous ça veut dire au Kiswahili bien. Ah, Et je voudrais Est-ce que nous tous les préparons acte sexuel? ok. Nous avons une préparation. Est-ce qu'il y a que dans le couple, je peux ficar posado, je peux ficar posado, parce que il doit répéter qui est tout bien. C'est ça la question. Voilà. Vous voulez Avant que vous puissiez répondre, oui, je peux ajouter quelque chose avant que vous puissiez répondre. D'accord. Je suis du même côté que papa Freddy. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du domaine, je ne suis pas du domaine, mais ce qui est vrai, j'ai eu entendu parler de ça. Ok. Soi-disant, qui est dans la parole génitale de la femme. Ok. Il y a une matière, cette matière peut arriver à détruire la semence de l'homme. Lorsque l'homme vient de porter sa semence, dans l'appareil génital, il y a une matière qui peut détruire la semence. Et ça peut se faire si la femme n'a pas été bien préparée. Et que lorsque l'homme dépose sa semence, et ça peut entrer dans cette atmosphère et être détruit. D'où il faudrait bien préparer la femme. Il faut que la femme ait mouillé. Lorsque la semence est déposée, cette liquide transportera cette semence jusqu'à l'endroit. Il faut prévoir féconder la femme. J'ai entendu parler de ça. C'est pourquoi je me suis dit, vraiment, c'est important que j'intervienne aussi. Cette question-là, j'ai entendu aussi parler de ça. Voilà. Et peut-être que je ne voudrais pas qu'on fasse une confusion. Ici, je suis en train de parler de l'acte sexuel normal, c'est-à-dire ce qui doit se faire normalement. Ici, on ne voit pas d'abord la reproduction. On est en train de voir la satisfaction des partenaires. Parce que c'est ça l'objectif de l'acte sexuel. Arriver au plaisir. Donc l'homme est satisfait, la femme est également satisfaite. Nous n'abordons pas d'abord ici l'aspect reproduction. Maintenant, lorsqu'on est dans la reproduction, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité entre les deux conjoints qui peuvent faire en sorte que la sémence masculine soit détruite par la sémence féminine. Là, c'est dans les cas d'incompatibilité, c'est-à-dire la femme ne parvient pas à supporter les spermatozoïdes de l'homme. Là, ce sont des cas exceptionnels qui existent parfois dans certains couples. Mais cela n'est pas dû à la phase préparatoire. Là, c'est juste lié à la nature de la femme et à la nature de l'homme. Ils ne sont pas compatibles, c'est ce qui fait en sorte que les spermatozoïdes peuvent être détruits déjà au niveau de l'organe génital féminin. Donc, ça n'a vraiment pas d'impact par rapport à la reproduction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Et je ne sais pas s'il y a une autre question où on peut aborder déjà la deuxième phase. Je voudrais que vous puissiez de prendre Ah, même
c'est la phase, on l'appelle la phase de pénétration et de va-et-vient. C'est la phase qui précède la phase ultime, mais c'est la suite de la première phase qui est la phase préparatoire. Donc ici, une femme qui est déjà bien préparée, il a son organe génital avec une bonne érection. La femme qui est déjà bien préparée avec son organe vaginal prête à recevoir l'organe masculin. Et c'est une phase qui commence. La phase de pénétration et de va-et-vient. Lorsqu'on parle de va-et-vient, on voit des mouvements. Donc l'homme n'est pas inerte sur le corps de la femme. L'homme est en mouvement. Et cela s'est fait selon différentes positions que le couple trouve facile ou possible à être fait. Ici même, la Bible ne l'a pas imposé. Parce que des fois, il y a des religions un peu trop extrémistes pour dire qu'il faut seulement telle position, pas telle autre. Dieu n'a pas donné de position. L'acte sexuel doit se faire dans la position que le couple trouve mieux à faire. C'est la position qui sera utilisée. Je crois que par rapport aux positions, si on fait en prendre, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Peut-être ça constituera une autre matière, mais peut-être qu'on évolue un peu d'abord avec l'acte sexuel lui-même. Ça s'est fait selon les différentes positions que le couple va trouver mieux à faire. Je voudrais dire ici, donner des précisions. Dieu, il est tellement très intelligent. Il est très très sage. La science prouve ceci, que quelle que soit la différence des longueurs ou des grandeurs des pénis des hommes lorsqu'ils sont à l'état normal, mais en érection, tous les pénis ont presque la même longueur. Presque la même longueur. Que quelqu'un se dise, moi je suis extraordinaire, moi je suis ceci, mais en érection, presque tous les pénis s'équivalent. Là, c'est scientifiquement prouvé. Un pénis en érection, il va tout autour des 16 cm. 16, 15, 17 cm. Donc ça dépasse, c'est presque au même instant. Voilà pourquoi il est inutile que quelqu'un se dise, moi je vais chercher des choses pour devenir plus grand, pour devenir ceci, pour devenir ceci. Dieu, dans sa suprématie, il a prévu des choses comme ça. Donc en érection, même quand quelqu'un se dit, c'est moi qui ai le plus petit organe qui puisse exister au monde, en érection, ça s'équivalent parce que ça prend pratiquement presque la même dimension. Voilà pourquoi il est très important que chacun soit rassuré par rapport à l'acte sexuel qu'il fait. Si vous avez bien préparé votre femme, vous arrivez à la phase des va-et-vient, je vous dis, vous n'avez pas à vous en faire. Les résultats, vous l'aurez. Avec juste cet effort des va-et-vient. Plus vous êtes en train de faire des va-et-vient, plus l'acte sexuel est en train d'aller encore dans un autre niveau d'excitation et ça procure encore beaucoup plus de plaisir et chez la femme et chez l'homme. Et ce qui est très important, c'est la collaboration, c'est le dialogue, même en plein acte sexuel. Ne vous gênez pas de demander ou de poser la question à votre femme, est-ce que là ça va? Ne vous gênez pas de demander ou de dire à votre femme que garde cette position, là je me sens aussi mieux. C'est très important. Il faut garder le dialogue. Pendant que vous êtes en train de faire votre acte sexuel, vous allez vous rendre compte que vous deux vous arriverez à la satisfaction. Mais on se rend compte que dans certains couples, c'est un tabou de parler. D'abord, on a déjà été à la lumière. D'abord, il n'y a pas d'attouchement. D'abord, ce sont des choses qui sont forcées. Et puis
quand on arrive en plein acte sexuel, quand certains disent ceci, tais-toi. Quand celui-ci peut dire ceci, tu me déranges, tu me déconcentres. C'est comme si les gens sont en train de se battre en plein acte sexuel. Non, il faut qu'il y ait la collaboration. Donc le dialogue est très important. Comme le dialogue c'est un pilier dans le mariage, il est aussi un pilier même dans le fond du rapport sexuel. Donc il faut toujours qu'il y ait un feedback. Ici ça va, oui mon chéri ça va. Tu continues. Parce que là tu te rends compte qu'ici, elle trouve satisfaction. Voilà pourquoi il faut toujours communiquer. Voilà pourquoi il faut toujours être en train de collaborer pendant que l'acte sexuel est en train d'évoluer. Vous êtes en train de faire le mouvement des va-et-vient. Après le mouvement des va-et-vient, il y a la troisième phase qui arrive. C'est quelle phase? On l'appelle la phase de l'apogée ou la phase de l'orgasme. C'est une phase ultime de l'acte sexuel. On peut dire que c'est le sommet, c'est le cas ou le summum d'un acte sexuel. Donc un acte sexuel amène toujours à l'apogée, amène toujours au plaisir le plus maximal possible, qui est l'orgasme. L'orgasme, en fait, c'est le plaisir le plus maximum et ça se traduit par quoi? Parce que toutes ces choses sont facilement reconnaissables chez tout le monde. Tout le monde est capable de reconnaître que là, en tout cas, je suis satisfait. Et la femme et l'homme, tous deux doivent se rendre compte que moi je suis satisfait et tu dois aussi te rendre compte que ma femme est satisfaite. Et quand elle est satisfaite, elle va même dire merci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà constaté ça. Quand elle est satisfaite, tu n'as même pas besoin de poser la question. Quand tu es satisfait, tu n'as même pas besoin de te poser une question. Ça arrive par quoi? Chez l'homme, c'est une phase qui se solde par l'éjaculation. Donc quand l'homme arrive à éjaculer, il est à l'étape ultime de l'acte sexuel. Donc c'est ça l'orgasme chez l'homme. Il atteint l'orgasme lorsqu'il arrive à l'éjaculation. La femme arrive à l'apogée ou à l'orgasme comment? Comment vous pouvez, en tant que mari, reconnaître que ma femme, là, elle est en plein orgasme? Ça se caractérise par quoi? Ça se caractérise par une contraction involontaire des muscles pelviens ou vaginaux chez certaines femmes. Donc une contraction involontaire. Donc vous allez sentir ça, c'est comme une contracture du vagin et aussi de tous les muscles qui sont pratiquement tout autour. Mais chez certaines femmes, c'est la contracture de pratiquement tous les muscles du corps. Donc vous allez sentir comme si elle est en train de frissonner, comme si elle est en train de trembler. C'est-à-dire qu'elle est arrivée au sommet du plaisir par rapport à cet acte sexuel. Et si l'acte sexuel a été bien préparé, je vous dis, vous pouvez vous rendre compte que cela arrive 5 minutes après que vous êtes entré à la phase de va-et-vient. 10 minutes après, 15 minutes après, ça peut arriver. Voilà pourquoi il n'est pas important de se précipiter à faire la pénétration et le va-et-vient. Rassurez-vous seulement que les choses sont faites de manière naturelle. Vous allez vous rendre compte que les résultats vont vous suivre. Voilà pourquoi il est très important de se rassurer par rapport à cette étape-là. Et ça, c'est par rapport à l'apogée. Et après cette étape, je vais laisser maintenant les questions. Peut-être avec les questions, on va encore entrer dans des petits détails. Et la dernière étape, c'est l'étape de la remise à l'état normal. C'est-à-dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui se passe? Le pénis qui était en érection chez l'homme, il devient flasque. C'est une étape où on revient à l'état normal. Voilà, et tout redevient normal. Ça dépend de certains couples. Et selon la médecine, cette étape-là, elle est tout à fait normale dans un couple. Donc après cet apogée-là, après l'orgasme, l'organe masculin redevient un peu flasque, mais ça prend un intervalle d'environ 10 minutes, et puis ça se relance encore. Donc, vous avez besoin de chercher des trucs compliqués. Vous risquez de vous tuer pour rien. La nature a déjà bien prévu les choses. Donc, 10 minutes après, vous pouvez reprendre l'acte sexuel et puis vous allez encore plus haut. Et selon la science, donc l'acte sexuel s'est fait, et quand ça s'est fait, lorsque vous êtes arrivé à l'orgasme chez la femme, quand elle fait l'orgasme et que vous continuez avec le rapport sexuel, les quelques minutes qui suivent, elle peut encore arriver à l'orgasme. Donc pour la femme, c'est tellement des intervalles de temps sont trop rapprochés. Alors que chez l'homme, ça peut prendre encore 45 minutes après, voire même 1 heure pour qu'il puisse éjaculer et avoir encore du plaisir. Et la science explique, ou la science prouve que la première éjaculation, elle procure moins de plaisir que la deuxième éjaculation. Et la troisième éjaculation procure plus encore de plaisir que la deuxième. Donc, plus vous êtes en train d'aller d'apogée en apogée, vous allez vous rendre compte que le plaisir, il est encore beaucoup plus accentué au fur et à mesure. Donc je crois que, de manière un peu condensée, ce sont là les phases de l'acte sexuel. Donc, dire que j'ai fait un acte sexuel qui a été complet, c'est se rassurer. On est sorti de la phase préparatoire, on est passé à la phase de pénétration, va-et-vient. On est arrivé à l'orgasme, à la révolution, on a repris, on est avancé, donc on est en train de combiner toutes ces phases-là. Et ça ne voudrait pas dire que lorsque vous êtes, par exemple, dans la phase de va-et-vient, vous n'allez pas faire des caresses, vous n'allez pas faire des accouchements. C'est aussi des choses qui sont là, ce sont des ingrédients qui rendent encore plus meilleur l'acte sexuel. Donc ce sont des étapes qui s'enchevêtrent lorsque vous êtes en plein rapport sexuel. Je crois que je peux maintenant vous donner la séance des questions, réponses s'il y en a, pour qu'on essaie d'y répondre à questions. Je vais poser la question. Oui, oui. J'ai une question, mais en même temps, je ne sais pas si je vais l'appeler complément ou observation. Okay. Parce que je vais parler sous votre police quant à ce qui concerne l'observation. La question c'est par rapport à l'orgasme. Cette étape est très délicate. Très très délicate. Et ma question c'est de savoir est-ce que à chaque rapport sexuel doit correspondre nécessairement un orgasme. Et médecins comme vous, et journalistes à la fois, démontrent que, selon ce que vous avez dit, les intervalles entre les érections chez l'homme dépendent des âges.
Elle montre que entre 15, puisque l'activité sexuelle, normalement chez l'homme qui a subi une croissance normale, elle montre d'abord que ça commence à 12 ans. Donc déjà, nos petits garçons de 12 ans devront faire attention avec eux, les protéger, puisqu'ils peuvent se reproduire. Elle montre que de 15 à 20 ans, les 5 à 10 minutes de rentrer à l'érection, c'est possible, c'est facile. Elle dit que de 20 à 25 ans, il faut attendre vraiment 15 minutes. Elle montre que de 25 à 35 ans, on peut aller entre 15 et 18 minutes et c'est pas normal. Mais plus loin, elle montre encore qu'un homme de 70 ans peut avoir une érection par jour. Et elle va encore montrer qu'un homme de 80 ans peut avoir une seule érection par jour. Je ne sais pas si elle a dit faux ou elle a dit vrai, puisque les hommes ont d'autres en ce qui concerne les intervalles d'érection. Voilà un peu l'observation. Voilà. Lorsque je parle de l'acte sexuel normal, je donne les choses dans les limites normales. Ça veut dire, ici je ne vois pas un adolescent. C'est quand on va à 12 ans. On est dans la période pubertaire, donc c'est la puberté qui commence. Le garçon doit passer d'un âge, donc de l'enfance, à un adulte capable de côtoyer. C'est une phase qui commence, qui va de 12 ans, bon, ça va même de 11 jusqu'à 16 ans. Et au-delà, il y a d'autres processus qui suivent. Ce qui est évident, c'est que le rapport sexuel dépend aussi d'âge, effectivement. Nous n'allons pas comparer quelqu'un qui a 70 ans avec quelqu'un qui a 30 ans. C'est pratiquement impossible. Donc s'il y a une étude comme ça qui a été menée et qu'elle prouve ça, c'est tout à fait normal. Parce que déjà à 70 ans, c'est l'organe, c'est le corps qui commence à s'user. Le corps commence à connaître la sénescence. Donc tout ce qu'il y avait comme capacité commence à sensiblement diminuer. C'est ce qui fait que à cet âge-là, la performance ne sera plus la même. Donc c'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de problème. Encore est-il qu'il faut avoir à l'esprit ceci. Lorsque vous êtes en cours d'un rapport sexuel, Papa Freddy, je suis en train de vous répondre. Lorsque vous êtes au cours d'un rapport sexuel et que vous êtes arrivé à l'orgasme, vous passez à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape où le pénis devient flasque. Ça ne veut pas dire, si vous avez envie de continuer, ça ne voudrait pas dire que vous puissiez vous endormir. Vous pouvez rentrer à la première étape. Cette fois-là, en exploitant quoi? Les caresses, les paroles doucereuses, qui peuvent encore motiver la femme. Et si la femme est avertie, elle peut vous stimuler à redevenir encore ou à reprendre. Quand on dit ça reprend dans les 10 à 15 minutes, c'est-à-dire c'est lorsque vous vous mettez seulement comme ça, vous ne faites plus rien. Après ce temps-là, vous pouvez encore redémarrer. Mais quand vous êtes dans les caresses, dans les ceci, dans les cela, vous pouvez vous rendre compte que c'est un organe qui est redevenu flasque, plus vous faites ça et puis vous remontez, vous continuez avec l'acte sexuel. Donc ça, c'est vraiment un tout. Quand la femme est avertie, elle peut vous aider à reprendre votre érection.
demande aussi un dialogue, une communication. Pendant que vous êtes en plein acte sexuel, vous pouvez demander à votre femme de bien vous caresser. Voilà. Chérie, moi, pour que je reprenne, j'aime qu'on me touche là. J'aime qu'on me dise ça. J'aime qu'on fasse ceci. J'aime qu'on fasse ça. Vous allez voir qu'elle va vous aider. Le rapport sexuel, ce n'est pas une compétition. Le rapport sexuel, c'est un acte d'amour. Dans une compétition, il y a un vainqueur et un vaincu. Alors que dans le rapport sexuel, il n'y a pas ça. Tous nous concourons à arriver à la satisfaction. Voilà pourquoi si nous collaborons, si nous faisons les choses bien, de manière naturelle, vous allez vous rendre compte que l'orgasme, vous allez y arriver. Ne vous en faites pas. Vous devez toujours arriver à ça. C'est ça le plaisir de l'acte sexuel. Quand vous faites un acte sexuel, je vais vous rassurer que lorsque vous faites un acte sexuel, parfois ce qui amène les gens à l'infidélité, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez couché avec votre femme, vous n'êtes pas arrivé à l'apogée. Demain encore, vous n'êtes pas arrivé à l'apogée. Ça va vous fatiguer, non? Vous allez vous dire, mais finalement, je me dépense pour rien. Finalement, je me dépense, mais je me rends compte que je n'ai pas vraiment assez bénéficié par rapport à ça. Et ça risque d'être comme un fardeau. Mais quand vous arrivez jusqu'au plaisir, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est bien. Et ça change même le climat dans le couple. Ça change vraiment même le climat dans le couple. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question par rapport à ça. Moi, je voulais juste savoir les conséquences qui amènent à la maladie de prostate. C'est dû à des rapports sexuels exagérés, ou bien c'est dû à quoi? Ou bien c'est juste un problème d'âge? Merci beaucoup pour la question. D'abord, nous devons tous nous mettre d'accord ici, parce que beaucoup de gens font des confusions. La prostate, ce n'est pas une maladie. La prostate, c'est un organe présent chez tous les hommes. Donc, quand un enfant naît, garçon, il a déjà une prostate. La prostate, c'est un organe qui a quel rôle chez l'homme? C'est un organe qui a le rôle de produire je vais dire quoi? Voilà. Je vais parler de quoi? Je vais parler d'un liquide qui entre dans la composition du sperme. Les spermes, c'est les liquides qu'on éjacule, qui contient des spermatozoïdes pour arriver à féconder l'œuf d'une femme. Donc, c'est un organe qui fonctionne pour arriver à ajouter des éléments nécessaires à la survie des spermatozoïdes pour que ceux-là puissent bien survivre afin d'arriver à féconder l'œuf de la femme. Donc la prostate, c'est un organe, ce n'est pas une maladie. Quand est-ce qu'elle devient une maladie? La maladie, c'est soit la prostatite, c'est-à-dire quoi? Cette prostate-là, qui est comme, je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne, qui est comme la main. La main, elle existe chez tout le monde, mais elle peut tomber malade. Quand par exemple la main se fracture, on dit que la main est malade. Quand par exemple il y a un panaris qui atteint la main, on s'est dit qu'il a un panaris au niveau de la main, on doit soigner et qu'il va disparaître. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? C'est lorsqu'on a ce qu'on appelle un adénome de la prostate. L'adénome de la prostate veut dire quoi? Une augmentation du volume de la prostate. Ça se fait voir comment? C'est un petit organe qui est censé rester comme ça, à cette dimension-là. Ça devient une maladie lorsque ça augmente du volume et que ça commence à gêner
l'élimination des huiles. Voilà. Là, on dit que cette personne a un problème avec sa prostate. C'est-à-dire que la prostate a augmenté des volumes, elle commence à gêner l'élimination des huiles, et par rapport à ça, pour que la personne puisse trouver gain de cause, il faut opérer, enlever cette prostate pour libérer le passage des huiles. Ça arrive quand? Est-ce que ça arrive chez tous les hommes? Non. Il y a des hommes qui sont nés, qui sont morts, sans avoir une maladie de la prostate. Il y a aussi des hommes qui naissent, mais à un certain âge, ils arrivent à faire la dénome de la prostate. Est-ce que ça a une relation avec le rapport sexuel? Je dirais non. Dans les études que moi j'ai faites, nulle part on nous dit que la cause de la dénome de la prostate, c'est le rapport sexuel. Il n'y en a pas. Ça, c'est le dire de la communauté. C'est le dire des gens. Mais ça n'a aucun rapport, ça n'a aucune corrélation avec le rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est un moyen que Dieu a mis dans un couple pour jouir. C'est un moyen que Dieu a mis dans un couple pour se reproduire. Donc ça ne peut pas avoir un bénéfice et puis des problèmes. Dans la sagesse de Dieu, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Mais il y a des études qui ont prouvé parfois que c'est l'hérédité. Il peut se faire que votre père était mort d'un adénome de la prostate, et puis vous aussi, vous en trouvez. C'est comme l'hypertension, c'est comme le diabète. Ça peut toucher quelqu'un pour qui ses parents ont été diabétiques, par exemple, ses parents ont été hypertendus. Donc ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Et vous apaisez. Consommez l'acte sexuel comme vous le voulez, aucune maladie n'est là. Si vous le faites dans votre couple, c'est ça la volonté de Dieu. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez d'abord fermer la